Bonjour. La continuité numérique, c'est un élément clé aujourd'hui de l'industrie du futur. C'est un chantier d'importance pour les entreprises qui ont digitalisé tous les maillons de leur chaîne numérique et qui doivent aujourd'hui les faire communiquer tout simplement. Alors pour discuter et pour aller un peu plus loin de cette continuité numérique, j'ai 3 invités sur ce plateau. On va commencer par Autodesk. Vous êtes monsieur Gontier, Christophe. Alors j'ai Manufacturing Territory Account Executive. En français, c'est responsable commercial d'un territoire industriel. Dans le domaine du manufacturing. Exactement. À vos côtés se trouve Stéphane Guignard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur Europe du Sud pour Arras. Et enfin, juste à ma droite, bonjour. Vous êtes Philippe Barbarin, vous êtes directeur commercial de la partie logicielle chez Percal. Percal qui est finalement un intégrateur et un revendeur des produits PTC, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Première question, pour parler de cette continuité numérique, finalement, que risque-t-on lorsque l'on a une discontinuité numérique? Finalement, quels sont les enjeux de cette continuité numérique? Monsieur Barbarin, peut-être? Alors, l'idée de base, c'est qu'en fait, les entreprises ont effectivement pas mal passé de temps à mettre en place des systèmes divers et variés pour différentes parties de l'entreprise, différents métiers de l'entreprise. Et en fait, on connaît bien toute cette problématique. C'est la problématique d'avoir créé des silos. Et d'avoir des gens qui se contentent de jeter leurs informations par-dessus le mur et de se retrouver dans une situation où finalement on ne sait jamais, au bout du compte, qui est maître de telles données et comment elle est transférée d'un point à l'autre. Et les règles qui permettent d'en définir la validité peuvent être variables d'un silo à l'autre, ce qui fait que quelque part on a ces discontinuités qui laissent la place à de l'interprétation, à des erreurs humaines et à toutes sortes d'inconvénients sur lesquels on reviendra probablement au cours de cet entretien. D'accord. Stéphane Guignard, même définition, les risques, c'est avoir la bonne information au bon moment. Je verrais deux enjeux importants. C'est d'une part la capacité de la force de la preuve, c'est-à-dire aujourd'hui les produits, les entreprises sont confrontées à de plus en plus d'exigences réglementaires, légales, et bien souvent sont contraintes d'apporter la preuve qu'elles ont fait les choses de façon satisfaisante. Et la continuité numérique dans ce cadre-là est absolument fondamentale pour pouvoir expliquer et justifier ce qu'on a pu faire. Okay. La deuxième chose, c'est dans le contexte de l'IoT, quand on veut exploiter les informations qui remontent des objets connectés, si on n'a pas de traçabilité, si on n'a pas de continuité numérique, on a beaucoup de mal à apporter de la valeur aux informations qu'on a recueillies. Ce sont des objets morts, voilà, absolument. Quelque chose à rajouter sur les enjeux, les risques de la discontinuité numérique? Aujourd'hui, pour les industriels, il s'agit surtout de se positionner en tant que leader sur le marché, prendre un avantage concurrentiel si nécessaire sur la compétition pour pouvoir avancer dans le marché et avancer même en avance du marché. Il y a un enjeu majeur, c'est de se détourner du modèle traditionnel de gestion du cycle de vie du produit. Traditionnellement, les entreprises ont fonctionné effectivement, comme ça a été dit précédemment, selon des silos, effectivement, en séquençant finalement leur processus et tout leur processus de conception et de fabrication de produits. Aujourd'hui, lorsque l'on considère un processus de bout en bout, en partant du concept, de la conception, la fabrication, la mise en vente et puis l'utilisation. Avec les objets connectés. Avec les objets connectés notamment. L'industriel doit alors maîtriser sa chaîne de bout en bout effectivement. Et sans la maîtrise de cette chaîne, la valeur d'un produit reste fixe dans son cycle de vie. Et c'est bien la maîtrise de chacune des étapes qui va lui permettre alors d'ajouter et d'apporter de la valeur à chacune d'entre elles. Est-ce qu'il y a un endroit particulier de cette chaîne numérique dont on parle? Finalement, c'est de la CAO, c'est de la simulation numérique, c'est de l'industrialisation, c'est de la mise en vente. Est-ce qu'il y a un endroit, un maillon spécifique où la discontinuité est la plus handicapante pour les entreprises manufacturières? Ou finalement, c'est partout pareil, et c'est aussi handicapant entre les métiers du design, les métiers de la simulation et les métiers de l'industrialisation, par exemple? Alors, je pense que la discontinuité numérique peut être handicapante à n'importe quel point. Par contre, il y a des endroits où historiquement, elle est un petit peu plus frappante et elle est un peu plus
j'allais dire, handicapante. C'est pour moi, il y a deux endroits essentiels. Le premier, c'est la jonction entre les activités d'engineering et les activités de manufacturing. C'est au moment où ce que j'appelle moi l'industrialisation du produit, ça fait partie du cycle de développement produit, mais il y a souvent une rupture à ce niveau-là. On la constate. On ne cherche pas à la créer, mais on la constate. Et le deuxième endroit, c'est plus une fois que le produit a été fabriqué, et en lien avec la problématique d'objets connectés qu'on évoquait à l'instant, c'est au moment où on doit récupérer l'information qui revient du terrain pour des raisons de service ou de maintien en condition opérationnelle d'un produit, c'est d'avoir justement cette continuité entre ce qui a été fabriqué, quelque part dans notre jargon, entre le tel que construit et le tel que maintenu. Très bien. Je partage tout à fait le fait qu'il n'y a pas d'endroit spécifique, ça dépend de la maturité de l'entreprise, ça dépend de ses priorités, ça dépend de son contexte industriel. Je pense que toutes les discontinuités sont pénalisantes. Bon, il est clair que si vous êtes dans le cadre d'une société qui a déjà commencé à vendre ses produits comme des services, c'est-à-dire comme de l'utilisation de ces produits et non pas comme des produits seuls, c'est clair que la rupture entre le as-maintain et le as-build est absolument critique. Ok. Est-ce que les freins sont d'ordre technique? Est-ce qu'il s'agit simplement de faire communiquer des solutions de CAO, des solutions de PLM, des solutions de ERP, enfin tous ces acronymes, ou est-ce qu'il y a d'autres freins pour que ces silos, souvent étanches, deviennent poreux les uns avec les autres? Alors, en fait, on a eu une approche par rapport à ça, justement, chez Autodesk, et l'idée était d'identifier à quel endroit, effectivement, on pouvait rencontrer des difficultés en tant qu'industriel. Ce qui en ressort, tout simplement, c'est que tout d'abord, vous avez des systèmes qui sont complètement disparates, et des processus qui sont disjoints. C'est l'illustration par les silos. Les organisations se sont construites et se sont mises en place historiquement de cette manière. Donc aujourd'hui, il est fondamental effectivement de pouvoir associer, lorsque l'on est dans le contexte d'une transformation numérique et dans une transformation de son entreprise, de penser les deux en même temps. C'est-à-dire faire évoluer les systèmes et les organisations en même temps pour être capable d'associer les organisations et faire comprendre pourquoi la rupture est nécessaire aux membres qui la composent, et puis faire en sorte que les systèmes d'information effectivement soient le moins disjoints possible pour permettre la réutilisation des données, l'automatisation des processus, et au bout du compte être capable de tracer cette information, la rendre disponible dans les organisations lorsque les gens en ont besoin, et forcément la rendre la plus efficace au bout du compte. Stéphane Guignard, même chose, organisation, logiciel, quelle est la plus grosse difficulté? C'est l'aspect humain? Je pense que rompre les barrières des organisations, c'est probablement ce qui est le plus difficile. Les entreprises se sont constituées fort naturellement parce que les humains sont ainsi, en se recentrant sur leurs activités chacune spécifiques. Et du coup, on pense assez peu à ce qui est important pour les activités aval. On se concentre surtout sur la performance de son propre métier. Je crois que tous, autant que nous sommes les éditeurs logiciels, on a favorisé ça puisqu'on a cherché à apporter les solutions les plus performantes possibles dans des secteurs bien particuliers, ne serait-ce que pour se positionner. Et on en a un peu oublié que la performance est aussi le transversal. Donc je crois que les deux pans, que ce soit l'organisation et la technologie, a contribué à favoriser ce silotage, si je puis dire. Alors vous êtes 3 éditeurs ou représentants d'éditeurs qui développent des outils de PLM. Et quand je dis PLM dans le sens large du terme, est-ce que le PLM est la solution pour favoriser cette continuité numérique au sein des entreprises manufacturières? Alors, Percal. Est-ce que le PLM est la seule solution? Probablement pas. Est-ce que c'est une solution intéressante? Oui, en ce sens qu'elle a ce caractère de colonne vertébrale du système d'information produit, depuis la création, l'idée du produit, jusqu'à au retrait du produit du marché et après son service.
Je voudrais revenir 2 secondes sur le sujet précédent par rapport à la dualité organisation-produit ou process-produit. Il y a une trentaine d'années, j'ai commencé dans ce métier en faisant de la CAO, comme beaucoup d'entre nous, on a commencé par ça. Et j'avais coutume de dire à l'époque que l'effort que doit faire l'entreprise pour réussir la mise en place de son système de CAO serait bénéfique quand bien même on ne le mettrait pas en place. Parce que cette révision des processus, et pour moi, c'est clair que faire communiquer 2 systèmes quels qu'ils soient avec les architectures modernes des systèmes qu'on a aujourd'hui, c'est pas le plus compliqué. Faire communiquer des gens, faire communiquer des organisations, ça, c'est beaucoup plus compliqué et ça amène à un vrai débat sur la conduite du changement. Alors après, de savoir si le PLM, le RP ou tout autre outil dans l'urbanisation informatique d'une entreprise est ou pas concerné par le problème, la réponse est évidemment oui, tous le sont. C'est un outil, ça reste un outil qui va structurer une organisation favorable. Ce qui est la grande difficulté, c'est de faire admettre et de conduire le changement. Et c'est le gros problème de la mise en œuvre d'un système cohérent de bout en bout. Encore plus criant, et on le disait tout à l'heure, si on débouche vers les produits comme un service, l'Internet des objets, c'est qu'il faut absolument que la vision vienne d'en haut, parce que ce qu'on vise, c'est l'efficacité globale de l'entreprise, et non pas l'efficacité unitaire de chacun des silos dont on parlait tout à l'heure. Vous voulez rajouter quelque chose sur le PLM, la solution, peut-être pas la solution, mais en tout cas un outil qui va permettre de structurer. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui, grâce à la mise en place d'un PLM et d'une démarche PLM, eh bien, ont gagné en continuité numérique? Est-ce qu'on peut citer des noms, des cas ou des structures qui se sont améliorées grâce à cela? Très clairement, tous les utilisateurs de PLM ont à un moment ou à un autre, j'allais dire, se sont affranchis d'une forme de discontinuité. Ont-ils pour autant résolu la totalité des discontinuités auxquelles ils avaient à faire face? Probablement pas. Parce que, comme on l'a évoqué là, ce sont des projets de longue haleine, c'est jamais terminé. Je dirais, supprimer les barrières organisationnelles, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est une conduite de changement fondamentale. Donc, oui, des exemples, on en a plein. Bon, on peut citer, nous, on a le cas de GE General Electric qui fait des moteurs d'avion, qui a effectivement résolu son problème de discontinuité entre le design et la fabrication, enfin entre l'engineering et le manufacturing. Bon, très clairement, ils ont obtenu des gains et une fluidité de ce point de vue-là, et en particulier sur tout le traitement des modifications. Donc oui, on a plein d'exemples. Cette discontinuité, lorsqu'elle est résolue, on peut la mesurer. Oui, absolument, absolument. Maintenant, si la question est connaît-on des industriels qui ont éliminé la totalité de leur discontinuité numérique, je pense qu'on va avoir du mal à en trouver, pour être sincère. La meilleure preuve, c'est que des entreprises aujourd'hui, et c'est intéressant, ont créé des postes de responsables de la continuité numérique. Ça devient un métier à part entière. Ça devient un métier à part entière. Et c'est significatif de la prise de conscience, au moins à un niveau de management, que ceci est nécessaire. Maintenant, on n'a pas l'outil de mesure est assez difficile à mettre en place, parce qu'au début de l'action, encore faudrait-il mesurer le coût de la discontinuité. Et ça, c'est pas du tout évident, parce que on ne peut quelquefois faire la preuve qu'à contrario, en disant ben voilà, si on ne l'avait pas fait, voilà ce qui serait arrivé, mais c'est toujours facile de raconter l'histoire après. Monsieur Gontier, vous voulez rajouter? Oui, ce que je voulais rajouter, c'est effectivement l'illustrer par rapport à votre question vis-à-vis du positionnement du PLM comme étant un facteur clé de succès dans l'entreprise. En tout cas, même s'il n'est pas en tant que tel le facteur clé de succès, il est un support indéniable aujourd'hui. Un support indéniable d'une démarche de continuité numérique. Au-delà de ça, pour l'illustrer, et effectivement, la quantification du succès de la mise en place d'un PLM, pour les industriels, parfois il se résume à mesurer tout simplement la vie même de l'industriel ou d'une usine qui peut être menacée. On a un exemple récent en la matière où effectivement ce site était menacé il y a à peu près 3 ans. Un grand nom également du domaine industriel qui finalement,
pour reprendre mes propos précédents sur la révision de ces processus, la révision de ces systèmes et l'association à cette transformation de son organisation, aujourd'hui travaille pour de nombreux clients. C'est complètement diversifié parce qu'ils ont fait passer le message de la transformation numérique comme étant un carrefour incontournable pour réussir. Ils sont passés d'une situation finalement il y a 3 ans où ils étaient menacés d'existence, tout bonnement, à aujourd'hui un véritable succès industriel et où finalement leur question aujourd'hui est plus de savoir comment est-ce qu'ils vont gérer aujourd'hui leurs nouveaux clients. D'accord, donc là véritablement un gage de performance, voire exactement. De développement d'entreprise indubitable. Tout à fait. Et un autre point qui l'illustre, pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure sur les nouvelles fonctions au niveau des responsables du digital, je pense qu'un des positionnements clés dans l'organisation, c'est qu'aujourd'hui le Chief Digital Officer est positionné non plus au niveau de la DSI, mais il est positionné directement au niveau de la direction générale. Ça veut dire que c'est un projet d'entreprise et non plus un projet informatique. Tout à fait. D'accord. Complètement. Là-dessus, je suis 100% d'accord. Y a-t-il des points durs sur lesquels les entreprises doivent faire attention lorsqu'elles mettent en œuvre un projet de continuité numérique? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on doit être très attentif? Alors, il y a un sujet que j'aborde souvent sous la forme d'une boutade. Les gens connaissent probablement pas le PCV et le GCN. Le grand cahier noir et le petit cahier vert, c'est bien ça? C'est ça. On peut aussi faire le petit cahier vert et le grand cahier noir, ça marche c'est pareil. Okay. C'est la rétention d'informations qui est derrière ça. C'est-à-dire qu'en fait, la mise en place des processus qui vont avec la mise en place d'un PLM d'une manière générale amène à comprendre comment l'entreprise fonctionne. Avant de proposer de la transformer, on essaye de comprendre comment elle fonctionne. Et pour comprendre comment elle fonctionne, on en arrive à des gens clés ou des gens qui se voudraient clés en ayant quelque part une information que les autres n'ont pas. Et cette difficulté-là, elle est essentielle parce que la mise en place du système, les gens le ressentent comme une menace, alors que c'est une opportunité. Mais ça, pour moi, c'est un des points de blocage. Et puis le deuxième point, si vous permettez, c'est l'implication du middle management. Ça, celui-là est peut-être encore plus criant. Lorsqu'on a compris, lorsqu'on a mis en place le Chief Digital Officer, ou quel que soit le nom qu'on lui donne, lorsqu'on a compris que c'était finalement une approche d'entreprise, que ce qu'on visait, c'était l'efficacité globale de l'entreprise, on a souvent une tendance à dire « Ok, j'ai la direction générale qui est acquise au projet, je vais, dans le cadre du projet, former les gens qui vont utiliser, c'est-à-dire ce qu'on appelle les end-users dans notre jargon, et si on néglige la courroie de transmission des couches intermédiaires de management, ils vont se retrouver complètement décalés de leur propre savoir-faire par rapport aux troupes qu'ils sont censés manager. Si on les rejette, on casse la machine. Donc c'est essentiel, à mon sens, dans la conduite du changement, d'impliquer très tôt dans le processus l'ensemble des couches de management et sans oublier le management intermédiaire. Stéphane Guignard, même chose, c'est un projet top-down. Et puis, évidemment, il faut faire participer le middle management. C'est très clairement un projet d'entreprise. On parlait d'impliquer les directions. Moi, ce que je note, c'est que très souvent, les directions générales sont très concernées au moment où on lance les projets. Mais au fur et à mesure que ceci avance, l'engagement s'étiole et c'est là où on commence à avoir des problèmes sérieux parce que c'est suffisamment compliqué et délicat pour qu'on ait besoin de l'executive management tout au long du projet et des projets parce qu'encore une fois, ça ne se fait pas en une fois. Moi je partage complètement ce qui a été dit. Je voudrais revenir sur le fait qu'il faut donner du sens à la fois collectif et individuel. C'est-à-dire qu'il faut que les acteurs trouvent du sens pour eux-mêmes et pour leur groupe, quelle que soit la taille et le niveau du groupe.
Alors, c'est de l'accompagnement du changement, c'est aussi dans la construction de la solution d'être très attentif à ce que ce qu'on demande de faire à un individu soit effectivement utile pour les activités downstream, mais soit aussi intéressante pour lui, et donc il en retire de la valeur. Donc il faut toujours se poser la question, c'est ce que je vais demander comme tâche à l'individu pour qu'il contribue au collectif, qu'est-ce que moi je vais lui rendre en tant que valeur pour sa propre activité. Voilà, donc ce sont des petits trucs, mais il faut y Non, penser. mais ça paraît important. Même chose, est-ce qu'il y a aussi ces mêmes points durs que vous rencontrez dans votre clientèle, ou est-ce qu'il y en a d'autres? Je pense par exemple à la reprise de l'existant, ou même des structures informatiques qui peuvent être quelquefois aussi difficiles à gérer lorsque l'on se lance dans un projet de continuité numérique. Alors effectivement, il y a le poids de l'existant, et c'est là où le rôle du top management et du middle management est important. Et en amont de cela, ce qui compte également, c'est la communication que vous allez mettre en place autour de votre démarche. La communication interne, la communication externe, qu'elle soit informatique, qu'elle soit numérique. Surtout, la manière dont on partage l'intérêt effectivement collectif, l'intérêt individuel, que ce soit pour les départements ou que ce soit pour les collaborateurs qui la composent. Et pour faire adhérer à un projet qui est commun, qui est celle de faire avancer l'entreprise dans son industrie du futur, dans sa capacité demain à innover, et comment est-ce que chacun d'entre nous va contribuer ou aider l'entreprise à optimiser sa capacité d'innovation, la qualité de ses produits et la performance générale de l'entreprise. Pour la reprise de l'existant, je dirais que, pour revenir à votre question, la difficulté principale, c'est justement quand on prend connaissance d'une entreprise dans son système ou dans son organisation, cette fameuse réticence au changement, effectivement, si elle n'est pas accompagnée d'un message fort, alors vous pouvez être confronté à une difficulté. À partir du moment où, effectivement, cette barrière, quelque part, est levée en amont et partagée dans l'entreprise, alors les portes s'ouvrent différemment. Parce que les aspects techniques seront plus faciles à gérer, c'est cela que vous voulez Exactement. Dire. Je dirais que l'aspect technique, c'est un aspect qui découle d'une volonté, d'une stratégie d'entreprise qui est mise en œuvre, ou pas d'ailleurs, par les industriels. Et vous avez différents moyens derrière pour passer votre message. Lorsque l'on digitalise une industrie qui donne un message de modernité, effectivement, et qui passe le message de modernité, qui communique justement l'importance du digital dans une entreprise, et que vous associez à cela les collaborateurs, que vous les immergez dans leur modèle, que vous les formez également à des nouvelles techniques, que vous êtes capable d'attirer de nouveaux talents, de nouveaux ingénieurs qui vont apporter du sang neuf dans votre entreprise, alors eh bien, effectivement vous véhiculez un message de modernité, et la barrière technique finalement peut alors être levée relativement facilement. D'après ce que vous me dites, c'est un chantier permanent, c'est peut-être ça la difficulté, c'est pas l'initiation du projet qui doit être top-down, qui ne doit pas être un projet informatique, mais c'est la continuité, puisqu'on parle de continuité numérique, la continuité de ce projet dans le temps et à travers les différents silos. Oui, non, très clairement. Je pense qu'on n'a jamais fini. Très sincèrement. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes, mais comment doit-on démarrer? Je suis une entreprise, PME ou grand groupe, est-ce que je dois travailler sur mes points forts et essayer d'étendre ces points forts de continuité numérique, ou au contraire travailler sur ma plus grosse rupture de continuité numérique? Enfin, de mon point de vue, il faut s'attaquer d'abord là où ça fait le plus mal. Pour une raison simple, c'est que il faut susciter de l'engouement, il faut un facteur d'entraînement, et donc il faut du résultat. Et donc si on veut emmener tout le monde dans une même vision, dans un même projet, il faut vraiment aller attaquer là où c'est difficile. Moi je conseillerais franchement de commencer par ça. C'est pas forcément là où on est le plus fort, on est le plus faible, c'est vraiment là où ça fait le plus mal et où l'entreprise a besoin de progresser maintenant. Voilà. Donc ça nécessite d'identifier la plus grosse discontinuité numérique que l'on a. De toute façon, si vous voulez emmener les directions générales, si vous voulez emmener un patron, il va être concerné par là où c'est difficile et là où il a des gros soucis, où il a des gros sujets. Et si vous ne l'emmenez pas avec vous, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc à mon avis, vous n'avez pas beaucoup de choix, si je puis me permettre. Donc c'est votre rôle en tant qu'éditeur et en tant que partenaire intégrateur d'aider l'entreprise à identifier son point dur et à le lever. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je reviens une seconde sur un sujet qu'on a peut-être un peu escamoté. C'est la reprise de l'existant. La reprise de l'existant, il faut l'entendre de deux manières. Il y a la reprise des données, et ça peut ne pas être simple.
parce que justement, à cause de ces discontinuités, on va trouver des incohérences, il va falloir faire des arbitrages. Quand on trouve la même donnée à 4 endroits différents, sous 4 formes différentes, et éventuellement qui n'est pas tout à fait la même alors qu'elle est censée l'être, ces arbitrages-là vont être un petit peu longs et compliqués à mettre en œuvre. Donc ça, c'est la reprise des données. On a des outils, mais ça peut sur des faut pas le négliger. importantes, faut pas le négliger. Le deuxième aspect, et là je rebondis un petit peu sur le fait que c'est pas seulement un projet informatique, mais on ne peut pas exclure l'IT du décor. Pourquoi ? Parce que on a une deuxième reprise qui est plus subtile et un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre, c'est la reprise applicative. C'est-à-dire que avant la mise en place de systèmes comme ceux qu'on peut proposer, qui sont des PLM, qui ont une vision qui est très transverse de l'entreprise, on a mis en place cette fois-ci des silos numériques. Qui a mis en place une gestion localisée de ces données de 3D, un autre a mis en place une GED, un troisième a mis en place un système on appelait ça la GPAO dans le temps. C'est devenu l'ERP. Voilà. Et les gens ont du mal à comprendre où doivent se passer les interfaces nécessaires entre ces différents systèmes et quels sont les systèmes qu'on doit garder et ceux qu'on doit perdre. Et cette adhésion également de l'urbaniste informatique, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais de la personne qui justement s'intéresse à cette structure du décor informatique est également importante. Pour le reste, j'adhère sur ce que vient de dire Stéphane. C'est évident qu'il faut aller là où ça fait le plus mal et quelque part amener les entreprises à se poser les questions: qu'est-ce qui m'a coûté le plus cher dans les années passées et qu'on identifie souvent comme des coûts de non-qualité, mais sur lesquels je vais pouvoir avoir une action immédiate. Et voilà. Dernière chose, puisqu'au fait on parle de continuité numérique dans le cadre de l'industrie du futur, et puis on l'a un petit peu évoqué au début, l'un des objets essentiels, pas essentiels, mais disons emblématiques de l'industrie du futur, c'est l'objet connecté. Est-ce qu'on peut envisager une continuité numérique de bout en bout de l'entreprise étendue, c'est-à-dire des premières esquisses qui se feront maintenant quasiment numériques sur des tablettes digitales, jusqu'à l'objet en vie chez les clients? Est-ce qu'il y a la possibilité demain ou après-demain d'avoir un outil, des processus, un PLM qui couvre la totalité sans discontinuité numérique? Vous venez de donner la définition de ce qu'on appelle le digital twin, c'est-à-dire ou le jumeau numérique, c'est-à-dire la capacité qu'on a à avoir à la fois la définition virtuelle de quelque produit que ce soit, digital de ce produit, et sa définition et sa vie réelle, les paramètres que peut remonter ce produit que j'ai fabriqué, je pourrais les comparer à mes hypothèses de travail, dans l'objectif, d'une part éventuellement de l'améliorer, mais pourquoi pas, et aussi de le servir, c'est-à-dire d'en assurer le service. Donc oui, la réponse est oui. Le PLM est probablement un préalable à la mise en place de ce jumeau numérique. Ça peut être vu comme de la science-fiction par certains, c'est déjà la réalité pour d'autres. Il y a déjà des entreprises qui utilisent des outils. Et puis quand on regarde bien, quand il y a 20 ans, on avait des systèmes de télémétrie sur les Formule 1 et que tout le monde s'en extasiait, on ne faisait pas autre chose que de remonter de l'information d'objets réels qu'on comparait au modèle virtuel. Bon, c'était la Formule 1 il y a 20 ou 25 ans qui a commencé à faire ça. Aujourd'hui, donc demain, c'est à on la l'aura sur les portée. voitures. Non, mais c'est surtout à la portée de n'importe qui. C'est déjà sur les voitures. C'est déjà sur les voitures de tout le monde. Ok. Stéphane Guignard, même chose, vous avez aujourd'hui, vous, des clients qui ont envisagé cette continuité numérique et qui... Oui, enfin, il n'y a pas d'impossibilité technique, si vous voulez. Comme je le disais, c'est un projet qui n'a pas forcément de fin, d'autant plus que les entreprises se transforment avec de nouvelles activités, avec de nouveaux business, avec des disciplines nouvelles. Donc ça veut dire que la nature des informations que vous devez lier entre elles évolue constamment. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des technologies qui permettent d'accompagner cette transformation continue. Mais sur le fond, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Il faut simplement du temps et de l'énergie et de la volonté, c'est tout. Christophe Gontier. Ce que je pourrais rajouter à cela, avec lequel bien évidemment je suis en phase, c'est le fait que
Aujourd'hui, le produit n'est pas seulement le produit qui sort de l'usine et qui est mis à disposition, qui est mis sur le marché, qui est mis à disposition de son utilisateur. C'est un produit qui va vivre, c'est un produit dont le cycle de vie va également s'accroître et surtout la valeur du produit au cours de son cycle de vie va également s'accroître. La promesse des objets connectés, c'est ça, c'est-à-dire être aussi bien sur les moyens de production que sur les objets connectés en eux-mêmes, embarqués dans les produits. C'est cette remontée d'informations pour les industriels, pour être capable d'apporter des améliorations, d'apporter des capacités supplémentaires. Et le produit, finalement, est un produit comme un service. Et pas exclusivement le produit en tant que tel qui rend le besoin du téléphone. Par exemple, aujourd'hui, si je prends le smartphone, il me rend de multiples services et j'ai des capacités complémentaires depuis que j'ai acheté mon smartphone parce que effectivement, les industriels aujourd'hui sont capables de remonter de l'information, sont capables de remonter des besoins. Les industriels ont besoin effectivement de prendre en considération les demandes de leurs clients et accroître ainsi la capacité des produits au cours de son cycle de vie. Effectivement. Merci à tous les trois, ce sera le mot de la fin. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.